ce qui est important dans la théorie de l'information de Shannon, ce n'est pas le contenu des sources, mais c'est la façon dont on peut plus ou moins facilement y accéder. Alors, je vais essayer de donner une intuition de ce dont il s'agit. J'ai fait référence tout à l'heure à la maternelle pour les premiers diagrammes de Venn. Il y a une activité que j'ai beaucoup appréciée à partir de cet âge-là à peu près, c'est les devinettes. Plus précisément, devinettes. Il s'agit de devinettes binaires, c'est-à-dire que tu penses à quelque chose, je te pose une question à laquelle tu peux répondre par oui ou par non, et j'essaie de trouver le plus rapidement possible, avec le minimum de questions, ce à quoi tu as pensé. Bon. Eh bien, il y a une stratégie qui est meilleure que d'autres pour jouer à ce jeu-là, plutôt que par exemple de proposer une liste de 50 noms de personnes de l'histoire et demander c'est lui, oui, non, c'est lui, oui, non, etc. Peut-être qu'il faudrait mieux commencer par s'intéresser au fait de savoir si c'est effectivement un personnage historique ou pas. Et même, peut-être, est-ce que c'est une chose vivante ou une chose inanimée ou une chose abstraite, des grandes catégories, hein, avec une probabilité à peu près de 1 sur 2. Hein. Si vous arrivez à savoir qu'on pense à un être humain, demandez si c'est un homme ou une femme, ça correspond à peu près à ça, sans rentrer dans des polémiques très actuelles. Bon. Donc, cette stratégie d'avoir à peu près, de découper en deux, d'avoir à peu près une équiprobabilité, c'est bien de l'avoir à l'esprit. Un autre exemple où la notion va apparaître naturellement, c'est par exemple le codage en morse. Bon. Eh bien, en morse, le codage est fait d'une façon suffisamment astucieuse pour que la longueur moyenne du code par lequel on va transmettre un message soit plus faible que si on avait simplement décidé que, par exemple, il y a 32, mettons qu'il y a 32 caractères. Je dis 32 pour fixer les idées, et parce que c'est une puissance de 2. Bon. Imaginez qu'il y ait... Qu'est-ce que tu dis? Une puissance. Il est dans le codage, là. 32 égale 2 puissance 5. Bon. Donc... 2 puissance 5 égale 32. Bon, on a quelqu'un dans la salle qui demande la confirmation que 32 est une puissance de 2, c'est 2 puissance 5. Ça veut dire que si, comme ça pourrait paraître naturel, on décide de coder chacun des signes d'un tel alphabet par 5 digits, par 5 bits, c'est-à-dire par 5 caractères qui valent chacun soit 0, soit 1. Effectivement, ça permet de distinguer 32 caractères différents. En moyenne, la longueur du codage pour un quelconque de ces caractères, bah ça sera 5, puisque c'est 5 pour chacun d'eux. Donc là, en moyenne, c'est la même chose, ça sera 5. Or, on peut faire mieux. On peut faire mieux si certains caractères sont plus fréquents que d'autres. Donc si on tient compte de la probabilité d'apparition des caractères dans les messages où ils apparaissent. Et par exemple, si on sait que l'un des caractères apparaît avec une probabilité 1,5 et que tous les autres caractères, les 31 autres caractères apparaissent avec la même probabilité 1,5, il vaut mieux, comme première question, demander est-ce que c'est le premier caractère ou est-ce que c'est l'un quelconque des 31 autres, hein. Ça vous permet de couper les choses déjà en deux parties équiprobables. Alors par exemple, je prends l'exemple avec 4, qui est une autre puissance de 2. Hein, je confonds. Alors, bon, imaginez que vous ayez... Donc ça, je reprends un exemple qui a été donné récemment sur YouTube. Je n'ai pas le nom en tête, mais je mettrai le lien. Vous savez, il y a un certain nombre de gens sur YouTube qui font des vidéos très sympathiques pour expliquer tout un tas de choses. Et donc, voilà. Alors, il expliquait ça très bien en disant, imaginez... Alors, si vous ne savez rien, si vous n'avez aucune connaissance
sur la probabilité que, mettons, une boule soit cachée dans l'une des quatre... voilà, et que vous posez des questions au meneur de jeu qui, lui, connaît la réponse et vous demandez est-ce que c'est ici ou là, évidemment, il faut couper en deux comme ça, dire est-ce que c'est dans l'une des deux premières ou pas, et si on vous dit oui pour l'une des deux premières, est-ce que c'est celle-ci ou pas, hein. Bon, et donc là, vous êtes sûr, à tous les coups, en deux questions, de savoir où ça se passe, hein. Ce nombre 2 s'appelle l'entropie de cette situation. C'est-à-dire, en fait, si vous avez une distribution de probabilité qui est comme ça, un quart, c'est-à-dire que chacune de ces probabilités est égale à 1 sur 2 puissance 2, eh bien, c'est ce 2-là qui s'appelle si vous voulez, le nombre de questions qu'il faut poser pour y arriver, et ce nombre de questions sera le nombre de questions moyen, puisque là il est constant, donc c'est 2 sera l'entropie de l'information. Il n'y a pas de contenu d'information, il y a simplement la longueur d'un chemin d'accès, si vous voulez. Une question. Log en base 2, alors, supérieur, juste, d'accord. tu vas poser ta question une fois que j'aurai donné l'exemple suivant qui est un peu plus intéressant. Imaginons que les probabilités soient donc un demi, un quart, disons un quart, et puis un huitième et un huitième. Donc, l'incertitude sur la première boîte, donc c'est quand j'écrirai log, ça sera toujours le log en base 2. Hein, donc ces probabilités-là, je les appelais P1, P2, P3 et P4. Et donc c'est le log de 1 sur P1. Donc le log en base 2 de 1 sur P1, ça veut dire quoi? Ça veut dire le log en base 2 de 2, c'est-à-dire 1. C'est effectivement le nombre de questions qu'il faut poser pour accéder à la connaissance du fait qu'on est dans cette boîte ou pas, puisque vous pouvez poser comme première question au meneur de jeu, as-tu caché la bille dans la première boîte ou dans l'une quelconque des trois autres? À condition de connaître les probabilités. Oui, voilà, à condition de connaître les probabilités. Donc si tu connais les probabilités, et d'ailleurs la notion d'entropie d'une variable aléatoire, étant donné que le contenu n'a pas d'importance, en réalité c'est plus la notion d'entropie d'une distribution de probabilité, d'une distribution discrète ou même disons finie de probabilité. Donc ici j'ai une distribution de probabilité, un demi, un quart, un huitième, et peu importe le contenu, hein. Donc l'incertitude sur la première boîte, c'est ce nombre-là qui est égal à 1. L'incertitude, alors ensuite le découpage va se faire ici. C'est-à-dire que ce qui reste, si on n'est pas dans la première boîte, la question c'est est-ce qu'on est dans cette boîte-là ou est-ce qu'on est dans l'une quelconque des deux dernières boîtes? Puisqu'on coupe selon ce principe général qui peut être démontré comme étant effectivement efficace. Ici, l'incertitude, c'est log de 1 sur P2, c'est-à-dire 2. D'accord, c'est le log en base 2 de 4, c'est-à-dire 2. Et ici, chacun d'eux a une incertitude égale à 3, ce qui veut dire, qui est le nombre de questions qu'il faut poser dans le cas où la bille est dans l'une de ces boîtes. Si elle était dans la première boîte, une question aura suffi. Si elle est dans la deuxième boîte, 2 questions auront suffi. Si elle est dans l'une des deux dernières boîtes, 3 questions auront permis de le savoir. D'accord? En moyenne... 2,25. Alors voilà, en moyenne... Non, 1,75. En moyenne, on a, avec la probabilité 1,5, c'est-à-dire si on regarde l'espérance, si vous voulez, j'appelle, mettons lambda, la longueur de chemin, c'est-à-dire le nombre de questions qu'il faut poser, eh bien, l'espérance, c'est-à-dire ces longueurs, la somme de ces longueurs pondérée par les probabilités correspondantes. Donc, l'incertitude moyenne, si vous voulez, ça va être 1,5 fois 1 plus 1 quart fois 2 plus, disons, 2 huitièmes. Je vais écrire 2 huitièmes fois 3. Et donc,
Ça nous fait 1,5, plus 1,5 ça fait 1, plus 6 huitièmes, c'est-à-dire 3 quarts, donc ça nous fait 1 plus 3 quarts, ça nous fait 1,75. Et ce qui est important, pourquoi j'ai su tout de suite que c'était pas 2,25, c'est pas parce que je l'avais calculé comme ça, c'est même pas parce que je l'ai déjà vu, c'est parce que je sais que c'est plus efficace que quand il y a une probabilité uniforme ou quand on ne connaît pas les probabilités. Donc on adapte la manière d'accéder à l'information à la connaissance qu'on peut avoir de certaines probabilités, et ça permet de réduire ce nombre-là qu'on appelle l'entropie de cette distribution de probabilité, 1,5, 1 quart, 1 huitième, 1 huitième, et que par extension on appelle l'entropie d'une variable aléatoire qui suit, dont les différentes valeurs qu'elle est susceptible de prendre suivent cette loi de probabilité. Donc c'est ça l'entropie au sens de Shannon d'une distribution finie. Donc je parle uniquement de distribution finie de probabilité ou d'une variable aléatoire non nécessairement numérique suivant une telle distribution de probabilité. Je signale cette anecdote qu'on a beaucoup entendue récemment, surtout que je ne sais pas s'il en parle, mais comme il y a eu cet ouvrage maniaque de Labattu qui parle beaucoup de John von Neumann, eh bien, c'est une anecdote qui est assez connue, parce que Shannon lui-même l'a raconté, que lorsque Shannon a été voir von Neumann juste avant de publier son article en 1948, il lui a dit, voilà comment j'hésite à appeler cette... je vais écrire la définition. Cette grandeur, donc on pose h de grand X égale la somme des PI fois les logs des 1 sur PI. Voilà. J'hésite à appeler ça incertitude moyenne ou incertitude ou information. Mais von Neumann lui a dit, mais appelez ça l'entropie. Il y a deux bonnes raisons pour appeler ça l'entropie. La première raison, c'est que c'est finalement essentiellement la même formule que pour l'entropie de Boltzmann, enfin Gibbs-Boltzmann. C'est pas le même constant. Non, mais c'est la même structure mathématique qui est en jeu. Et la deuxième raison, c'est que comme personne ne comprend ce qu'est l'entropie, dans un débat, vous aurez toujours l'avantage. Et donc Shannon a gardé, et c'est une très bonne chose, ce terme d'entropie. Bon, alors...